Bonjour et bienvenue sur la première chaîne de podcast dédiée à l'inbound marketing en France. Lors de la première édition de l'événement Inbound Marketing France à Rennes, de nombreux experts venus du monde entier ont eu l'occasion d'échanger autour de ce sujet qui passionne de plus en plus de professionnels du commerce et du marketing en France. Si l'inbound marketing est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à droite de votre écran. Je vous laisse avec la suite. Très bonne écoute. Bien, bonjour à tous. Je vous propose de démarrer. Donc, nous sommes ensemble pour parler de Data Driven Marketing, comment mettre la donnée au cœur de sa stratégie marketing. Je suis donc Bruno Carrois. Pour commencer par me présenter, je dirige une agence qui s'appelle Avancy, qui est spécialisée en Data Driven Marketing, comme son nom l'indique. Et donc, on accompagne des entreprises, notamment sur les stratégies d'acquisition et de fidélisation client. Une agence comme la nôtre, elle se recentre autour de 5 pôles d'expertise, et comme vous le voyez en fait dans ces pôles d'expertise, il y en a une qui est au milieu, qui s'appelle la partie data intelligence, puisque notre métier en fait s'adosse à l'exploitation de la donnée pour construire en réalité des programmes de relations clients. Alors le Data Driven Marketing, je suppose que vous savez tout ce que c'est. C'est en fait un marketing qui est éclairé et objectivé par la donnée, dans lesquelles en fait on remplace finalement dans le marketing traditionnel toutes les phases d'études et de mix marketing par en effet une maîtrise complète du parcours client et donc une compréhension du client au travers de la donnée. Cette donnée, c'est en fait le client qui va dans beaucoup de cas la générer, qui va nous l'apporter et qui va en effet nous permettre de mieux le comprendre pour mieux en tout cas répondre à ses attentes. Ce marketing en fait aujourd'hui, il s'adosse en effet à cette donnée avec en effet aujourd'hui quelque chose qui a été absolument incroyable, c'est qu'on dispose d'un nombre d'informations à traiter qui s'est multiplié de façon exponentielle ces dernières années. Ces données qui étaient des données par le passé uniquement de transactions, aujourd'hui les données digitales sont venues les renforcer, les données sociales sont venues les renforcer, ce qui amène finalement derrière ça une connaissance client qui peut être largement consolidée. C'est des données qu'on peut traiter plus vite, qu'on peut traiter en temps réel et qui vont en effet permettre des interactions beaucoup plus rapides avec le client. Et puis finalement aujourd'hui on est sur de l'ultra personnalisation. On arrive en effet à comprendre qui fait quoi, et on ne parle plus en effet de cibles sous la forme en effet de ce qu'on appelait des grandes cibles comme les ménagères de moins de 50 ans, mais aujourd'hui on va s'adresser à Madame Dupont et à Monsieur Durand. Finalement, les bénéfices en effet des approches autour de la donnée, elles sont simples pour la marque, ça représente des vraies valeurs, c'est un marketing qui est créateur de valeur, c'est un marketing de l'engagement, où en effet on va être en capacité à mieux comprendre comment finalement un individu s'engage ou non avec une marque. Et donc c'est ce marketing qui est piloté par la donnée. Pour le client, il y a en effet derrière ça des vrais atouts, des vrais avantages. C'est une expérience qui est cohérente, qui est plus fluide. C'est une relation qui est plus personnalisée, qui est plus pertinente. C'est le sentiment surtout aussi de pouvoir être mieux compris, mieux reconnu. Et donc d'être dans une approche où le marketing devient finalement plus permissif. Alors, on le dit depuis des années, on a parlé à un moment de big data. Aujourd'hui, l'univers de la donnée était le nouvel Eldorado et le nouveau pétrole. Ces données, elles sont exponentielles aujourd'hui. Elles ont été globalement multipliées par 18 au niveau du trafic qui est généré par la data sur les 5 dernières années. C'est un volume qui va être multiplié par 300 globalement dans les quelques années à venir. Tous les jours, c'est par minute 112 millions d'emails qui sont poussés en France. C'est 40 millions de pages visitées sur Google toutes les minutes. C'est des volumes de données qui sont générés et exploités même par les consommateurs.
Aujourd'hui, on sait tout d'un consommateur. On sait tout d'un client. On connaît son parcours. On est capable de se dire finalement, j'ai compris et je suis capable de comprendre où se situent toutes les interactions, où ce client vient interagir et comment est-ce qu'à un moment donné, j'arrive finalement à atteindre un objectif marketing ou un objectif commercial et comprendre en effet le parcours que va prendre ce client. Ces parcours, ils sont multiples. D'un client à l'autre, ils vont pas être les mêmes. Et la compréhension en effet de ces parcours va permettre d'adapter mon marketing, d'adapter ma communication et de m'adapter aux attentes. En France, on est avancé un peu sur le sujet, mais des pays, notamment comme les États-Unis, qui ont mis la partie data un peu au cœur de ces stratégies, on l'a largement compris depuis longtemps. Aujourd'hui, sur les dernières études qui ont été réalisées, 91% des entreprises américaines disent qu'en effet, la donnée est prépondérante pour atteindre leurs objectifs marketing. Plus de 2 sur 3 consacrent leur budget marketing au traitement de la donnée et à l'exploitation de la donnée. Près de 8 sur 10 en fait, constatent en effet que derrière, ils observent des conversions notamment et des performances qui sont nettement supérieures. Et là encore, pratiquement 7 sur 10 constatent en effet que si on exploite bien les données, on peut en effet arriver à des augmentations significatives de trafic et d'engagement, notamment sur un site. L'idée, c'est de revenir à des choses qui étaient celles qu'on a connues hier, mais on va dire même avant-hier, peut-être même avant-avant-hier. C'est celle où à un moment donné, un commerçant qui connaissait ses 50 ou ses 100 clients était capable de dire à Monsieur Dupont, au fait, ils vont bien vos petits-enfants? Et puis à Madame Durand, vous avez oublié de prendre un litre de lait, Madame Durand, c'est pas bien. Je vous l'amène tout de suite. Et en tout cas, d'avoir une approche qui était personnalisée, une compréhension de ce que souhaitaient les clients, de ce qu'ils attendaient, d'adapter en effet son discours, d'avoir une vraie proximité. Finalement, on était à l'époque déjà dans quelque chose qui était très moderne dans la relation avec les clients, mais qui pouvait se faire en effet à petite échelle. Aujourd'hui, grâce à la donnée, on est capable d'aller beaucoup plus loin que ça. On est capable d'aller de créer un moment d'échange unique, mémorable entre un consommateur et une marque, de trouver le moyen de créer de l'émotion avant, pendant et après. Pourquoi? Parce que grâce à la donnée, on connaît beaucoup de choses finalement de ses consommateurs, beaucoup de choses de ses clients, un peu de choses de ses prospects. Alors voilà, donc aujourd'hui, on est capable de ne pas avoir la même vision du client, on l'a pas en effet en le regardant en face, mais par toutes les données que je vais pouvoir capter, qui sont des données digitales, qui sont des données de transaction, qui sont des données sociales, qui sont les interactions qui vont être générées d'ailleurs avec le client. L'objectif, c'est que cette connaissance qui est basée sur la partie data, l'objectif, c'est de pouvoir en effet l'exploiter pour offrir une meilleure expérience au client. On est dans l'ère du customer centric, où en effet, aujourd'hui, le client est au centre. Je le comprends grâce à l'exploitation de toutes ces informations et je vais donc pouvoir être extrêmement pertinent dans ma relation. C'est assez simple de faire tout ça. On collecte de la donnée. On essaie de comprendre un comportement. Puisque j'ai de la donnée que je puis le comprendre, je peux aussi le prédire. Si je sais le prédire, j'ai aussi derrière des logiques d'interaction qui vont se créer avec ce client. Je vais pouvoir délivrer des messages ultra personnalisés. Je vais pouvoir évidemment répondre le mieux possible aux attentes. Et de ce fait-là, je vais pouvoir enrichir totalement cette expérience que j'ai avec mon consommateur. Il y a une étude qui a été faite, ça doit être d'un an ou deux, qui dit en effet qu'aujourd'hui, un e-commerçant qui exploite au maximum le potentiel de ses données augmente globalement sa marge opérationnelle de 60%. C'est considérable. Si on exploite finalement toutes ces données, c'est considérable. Pour travailler avec pas mal d'entreprises de e-commerce, je veux dire qu'il y a une vraie réalité derrière ça. Si on exploite vraiment la donnée, on est véritablement capable de trouver des effets de levier qui sont extrêmement forts, tout en étant ultra pertinent dans sa relation avec un client. Alors comment on peut faire ça? C'est super facile. On adopte une démarche de data-driven marketing.
Alors, est-ce que ça, c'est la réalité? C'est ce que vous avez le sentiment de reconnaître tous les jours? Est-ce que quand, en fait, aujourd'hui, tous les matins, vous vous immergez dans votre boîte mail, est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Est-ce que, finalement, dans la relation que vous avez avec les marques, c'est le sentiment que vous avez, ce que je viens de vous décrire là? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez au quotidien? Pas vraiment, hein. Parce que tout ça, en théorie, on peut le faire. La réalité, en fait, elle est un peu différente. C'est que tous les jours, on a tous à râler sur un truc. C'est qu'on reçoit encore du mailing de masse. Parce qu'en effet, faire du mailing, ça coûte pas cher. Donc, j'ai une base autant finalement que j'adresse à tout le monde. Puis c'est quand même pas trop compliqué finalement, autant que j'adopte le même message à tout le monde. Après tout, c'est quand même le plus simple. Est-ce que finalement, on a le sentiment d'être reconnu dans des communications aujourd'hui avec un client? Est-ce qu'on a le sentiment que finalement, ces données que j'ai laissées ou les traces que j'ai laissées qui me permettent de mieux me connaître, elles sont exploitées pour que derrière, on me reconnaisse? Pour que derrière, à un moment donné, on adapte les offres? J'ai pas le sentiment de ça non plus. Est-ce qu'à un moment donné, je me sens pas agressé par du remarketing ou du retargeting dans tous les sens parce que je suis venu visiter un site et que là, pendant 3 jours ou 4 jours, je vais être inondé de bannières, voire d'emails qui vont en effet me rappeler qu'il faut que je revienne sur ce site? Moi, je le vis tous les matins, ça. Et je pense que vous le vivez aussi. Alors, il y a un écart entre ce beau discours que je vous tenais avant, là, et puis la réalité que je vous montre ici, parce que c'est celle qu'on a sûrement tous le sentiment de vivre. On a aussi le sentiment que certaines enseignes, elles font ce qu'il faut, et certaines marques font des efforts pour me faire vivre une expérience qui est différente. Alors, je ne comprends pas, parce que je vous dis tout à l'heure, mais en réalité, je connais tous de mes clients. Alors, pourquoi on en arrive là? Parce qu'en fait, aujourd'hui, toute cette information, dans beaucoup de cas, on la gère en silo. On ne réfléchit pas à savoir qui est derrière l'information. On cherche déjà à savoir combien. Combien ont vu ma bannière display et sont venus sur mon site? Combien sont venus sur mon site par le SEO? Combien ont visité mon magasin? Combien ont été touchés par mon retargeting? Je vais évidemment chercher à savoir derrière ce combien, c'est combien finalement d'entre eux qui ont vu se sont convertis, par exemple en vente. Mais je vais chercher de façon directe combien ont obtenu ce message de retargeting et ont acheté. Mais ce n'est pas le parcours qu'a emprunté mon client. Le parcours, il est beaucoup plus compliqué que ça, ou peut-être même beaucoup plus simple. Moi, je travaille avec certains e-commerçants. Avant qu'on ne perd un seul acte d'achat, il y a des fois eu jusqu'à 20 interactions possibles avec la marque. Et si la marque, à ce moment-là, m'a produit un contenu qui n'était pas pertinent, m'a produit une offre qui n'était pas celle que j'attendais, en effet, je ne vais pas forcément aller au bout de ça. Parce que ça ne se fait pas en une seule interaction, ça ne se fait pas sur... Parce que j'ai généré une action, j'ai obtenu immédiatement un résultat. Les parcours sont beaucoup plus complexes que ça. Mais la logique de ça, c'est de pouvoir dire qui. Si Monsieur Dupont ou Madame Durand sont venus acheter ou ont adhéré en tout cas à ce que je lui proposais, il faut que je sache que sur la bannière de display, c'était aussi Madame Dupont qui avait cliqué dessus. Et que c'est aussi elle qui était venue me rendre visite en point de vente. Et si je ne sais pas faire ça, comment est-ce que je peux adapter à un moment donné mon marketing au client si je ne suis pas dans cette capacité-là? Or, en fait, aujourd'hui, le sujet, c'est que on ne prend pas le traitement de la donnée sous cet angle-là. On prend le traitement de la donnée en silo. Et on cherche en effet à comprendre les choses par des silos. Mais par les silos, on ne comprend rien. Donc finalement, on a de la donnée en silo. Moralité, évidemment, elle n'est pas unifiée, donc je n'ai pas de vision client. J'ai des données qui sont souvent, dans ce cas-là, fausses, qui sont manquantes, mais j'en suis pas conscient. Et puis, de ce fait-là, données fausses, données manquantes, données en silo, je fais des analyses. Très bien, je vais exploiter de la donnée. Je vais pouvoir mettre des tas d'algorithmes derrière, il n'y a aucun problème, hein. Un algorithme mathématique, il donne un résultat. Est-ce que ce résultat est crédible, il est pertinent? Ça dépend en effet de cette qualité de données que j'ai au départ. Le schéma au départ, c'est simple. Et le message que je vais vous faire passer, il est là.
il est qu'il faut faire des choses pragmatiques, il faut faire des choses qui sont rationnelles. La première des choses qu'on doit faire, c'est qu'il faut chercher à faire une chose simple, offrir la bonne offre à la bonne cible, avec le bon discours, par le bon canal, et puis au bon moment. Là encore, facile à dire, mais à condition que, en effet, j'ai pu exploiter les données avec beaucoup de sens pour réussir à faire ça. Ça veut dire quoi, adresser la bonne offre? Ça veut dire celle qui correspond aux attentes de mon client. Si je ne connais pas correctement cette attente, je ne pourrais pas, en effet, faire cette approche-là. Donc, la nécessité, elle va être, en effet, de suffisamment bien comprendre cette vision du client. Et de ce fait-là, d'adapter, en effet, un marketing qui va être en phase avec cet objectif. Et donc, déjà, première chose, c'est exécuter correctement ces bases, ces basiques. Avant de jouer la 5e symphonie, on essaie quand même d'apprendre les notes les unes après les autres. Et donc, le sujet dans le data driven, c'est aussi celui-ci. C'est comment est-ce qu'on commence au début et qu'on commence déjà par faire les choses dans le bon ordre pour faire des choses de façon pragmatique, simple et pertinente. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer en effet cette performance par l'exploitation de la donnée client? Je viens de l'évoquer. D'abord, il faut regarder les choses avec beaucoup de pragmatisme aujourd'hui. Il faut de l'expertise. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut qu'en effet qu'il y ait une véritable expertise CRM ou de l'expertise autour de l'exploitation de la donnée. Et puis, il faut des technologies. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Les technologies, ça ne répond pas à tout. Les technologies, c'est un support, à un moment donné, qu'on va vous offrir pour être capable, en effet, de faire un certain nombre de choses. Moi, j'ai vu voilà pas très longtemps, un client qui me disait je suis en train de déployer une super solution avec des algorithmes prédictifs qui vont me permettre, en effet, d'avoir des propositions ultra personnalisées à mes clients. Ok ? Puisque je traite ces données, je lui ai dit ce que je ne comprends pas, c'est que moi, je n'ai pas fourni de données pour que l'algorithme calcule a priori la pertinence. Non, pas utile. Parce qu'en fait, on va regarder finalement qui vient naviguer sur le site, ce qu'ils font ailleurs, et à partir de tout un ensemble d'algorithmes sur l'ensemble d'un parcours, on va être capable de le faire. OK ? Mais tout ça sans prendre en compte les données clients, qui sont les premières données de l'entreprise, celles qui sont obligatoirement les plus pertinentes. Parce que si un client a pris des habitudes d'achat et que vous les avez historisées, celles qui vont vous permettre de prédire ce que va faire ce client demain, c'est d'abord ces données-là. Alors, tout ça pour vous dire qu'en fait, les données, ce qu'on appelle first party d'une entreprise, en fait, on va les négliger et souvent aller chercher des données tierces avant même d'avoir exploité ses propres données. Il y a un sujet au départ. Exploitons ses propres données avant d'aller chercher les données qui sont ailleurs et qui seront de toute façon 10 000 fois moins pertinentes que celles qui sont les vôtres. Parce que vos données, c'est la relation de votre client et de votre marque ou de votre entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est différent pour le même client vis-à-vis d'une autre marque. Et on ne peut pas répéter des choses sans en effet prendre en compte cette considération. Il existe une relation entre une marque et un client. Et elle est particulière. Elle est particulière, elle est singulière, elle est unique. Donc ça, c'est en effet les clés de la réussite, c'est de passer en effet sur ces 3 sujets-là. Il y a une approche qui me semble importante, c'est de faire les choses avec méthode dans ce cadre-là. Pour les faire avec méthode, la première approche, c'est en effet d'abord de réfléchir à sa stratégie. C'est si je dois en effet capter de la donnée et si je dois exploiter de la donnée, c'est pour en faire quoi et comment est-ce que ça peut enrichir la relation entre ma marque et mon client. Et comment est-ce que derrière, je vais pouvoir être pertinent et non pas être dans une situation où je vais prendre le risque d'être dans l'excès d'utilisation de ces données, qui va en fait nuire à la relation que j'ai avec mon client. Donc, poser son cadre, poser les objectifs. Qu'est-ce que je veux faire derrière ça ? Et quel objectif je veux atteindre ? En sachant que si vous avez des données et que ces données peuvent être exploitées, on peut fixer dans ce cadre-là des objectifs concrets, des objectifs quantifiables, mesurables, et sur lesquels on va même être très précis dans la capacité à pouvoir faire ce genre de choses. Deuxième chose, c'est que pour exploiter de la donnée, il faut en avoir. La première question qui va se poser, c'est est-ce que j'ai
à un moment donné la capacité à collecter des données et collecter des données sur lesquelles je vais pouvoir mettre derrière une donnée un nom. Je vais prendre un exemple, une donnée de stats d'analytics, pour moi, qui suis un homme de marketing client, ça ne m'apprend rien. C'est une donnée statistique qui m'apprend strictement rien. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui. C'est de savoir qui est venu sur mon site et ce qu'il y a fait, mais je veux savoir qui. Si je ne sais pas qui, ça ne me dit rien. Je n'apprends rien. Donc, il faut déjà identifier toutes ces sources de données, celles que l'on collecte, celles que l'on ne collecte pas, et si on n'en collecte pas, comment on peut les collecter. Avoir une notion de « j'ai des gens qui viennent sur mon site, très bien, moi je veux savoir qui ». Donc, pour savoir qui, il y a un travail à faire. Ce qu'on appelle, c'est de la réconciliation de données entre des données que j'ai déjà en base sur mes clients et des cookies, et faire le lien entre ces deux informations pour en effet comprendre à un moment donné qui visite, ce qu'il visite, comment en effet il parcourt en effet mon site, et à un moment donné, comment je peux enrichir cette relation. Mais ce n'est pas la même suivant la nature du client que je vais avoir. Troisième sujet, c'est le management des données. Après, il faut les gérer, ces données. Et on ne peut pas les gérer les données n'importe comment. Il faut gérer les données de façon à les exploiter à des fins marketing. Et là encore, hors de question de pouvoir faire ça dans des outils de gestion, et tout bêtement parce qu'aujourd'hui, vos sources de données, elles sont multiples. On collecte des données dans des ERP, on collecte des données dans des systèmes de caisse sur des points de vente, on collecte des données dans des outils de CRM, on connecte des données sur des sites, on connecte des données sociales sur des réseaux sociaux, on collecte des données dans un service client, on connecte des avis. Vous avez aujourd'hui 10, 12, 15 sources de données potentiellement différentes. Donc il faut des réceptacles pour les gérer et que ces réceptacles sachent les unifier, ces informations-là, tout bêtement, pour pouvoir en effet les exploiter. Quatrième sujet, quand on a fait ça, et seulement quand on a fait ça et pas avant, on peut envisager de commencer à travailler la connaissance client. Parce que faire un travail de connaissance client sur des données partielles, autant dire qu'on ne fait rien. Parce que la connaissance partielle d'un client, c'est généralement une très mauvaise connaissance. Nous, on a par exemple le cas régulier où on travaille avec des réseaux de retail qui ont aussi des sites, et dans beaucoup de cas, on dit bah oui, les données sur les sites, par contre, je connais tout de mon client sur le site. Mais non, je connais tout mon client sur le site à condition que j'ai toutes les données qui proviennent des points de vente. Parce que si je ne connais pas la donnée point de vente, comment est-ce que je connais réellement le comportement de ce client? Donc, il faut aussi que je sois capable de consolider cette information-là derrière pour avoir une vraie vision de cette connaissance client. Et là encore, avec un objectif, c'est de produire les bonnes actions et les bonnes interactions. Et à partir de là, on va pouvoir en effet créer ces campagnes, créer ces contenus, rentrer dans une démarche de marketing opérationnel où on va en effet pouvoir adapter cette fois-ci des actions, des scénarios en fonction de cette connaissance client acquise et sur lequel je vais pouvoir en effet arriver sur des schémas de personnalisation, de contenu, d'actions, d'offres qui vont me permettre d'être pertinent dans ce domaine. Dernier point de tout ça, il faut le piloter de façon précise. On fait des choses où on a fixé des objectifs, on les a quantifiés ces objectifs, je vous le disais au départ. La dernière chose évidemment, c'est mesurer leur efficacité. Et si je ne peux pas mesurer l'efficacité, c'est qu'il y a un chaînon là-dedans qui n'est pas cohérent. Parce que je dois être en capacité à mesurer cette efficacité. Tout ça doit se faire aussi pour chaque entreprise en fonction de son organisation, de ses moyens, de façon, comme je le disais tout à l'heure, pragmatique. Faisons les choses dans le bon ordre. Si une entreprise ne peut traiter que ses données de transaction, qu'elle commence déjà par traiter que ces données de transaction, avant d'aller chercher à faire, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, de la réunification de données digitales pour essayer de comprendre le qui derrière. Donc, tout est à faire en fonction, en effet, de son organisation, des moyens qui vont pouvoir être mis en œuvre. Mais n'oubliez pas que les données, vos propres données, ce qu'on appelle les données first party, sont de loin et de très très loin les plus importantes et les plus riches. Toute cette partie doit être adossée en effet à de l'expertise, mais comme on l'évoquait, à des technologies. Tout ça, vous ne pouvez pas le faire sans technologie, ce n'est pas possible. Donc, la logique où j'entends encore de temps en temps en me disant « si, mais sous Excel, je vais y arriver », bon, oubliez cette idée-là. Elle est révolue et Excel ne suffit pas.
Alors, pour revenir en effet dans ce que je vous ai évoqué, je vous parlais d'audit de données. Il y a un vrai sujet en effet, c'est que dans le choix des données, on peut des fois avoir finalement profusion de données. Il faut aussi savoir les choisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prendre toutes les données, stocker toutes les données et vouloir exploiter toutes les données, est-ce que ça a du sens? Je vous donne un exemple. Nous, là encore, on va prendre du e-commerce. Vous avez des sites e-commerce où on a tous les jours des centaines de milliers de pages vues. Est-ce que ça a du sens que j'exploite tout? Est-ce que ça a du sens que j'exploite longtemps? Est-ce que je dois utiliser des stockages monstrueux pour historiser des données de ce type? Bon, là, il y a des vraies questions qui se posent. Cette donnée, par exemple, de navigation, d'abord, elle a une péremption. Elle a du sens, mais à court terme. Alors qu'une donnée de transaction, d'achat, elle a du sens, mais a priori à plus long terme. Donc, ce n'est pas la même chose. Est-ce que j'ai besoin d'avoir le même type d'information? Non. Donc, évidemment, ça va être un point important. Donc, n'ayez pas peur de ce petit schéma, mais juste pour vous dire que tout ça fait qu'en fonction des sources de données, vous avez des données qui proviennent de vos propres systèmes de gestion. Vous avez des données qui vont provenir de vos sites. Vous avez des systèmes qui vont provenir de vos campagnes marketing. D'autres qui vont venir d'interactions que vous pouvez créer avec des partenaires. Ces données, elles ont différents types de nature. Elles ne sont pas de même nature. Elles ne s'organisent pas de la même façon. Donc ça demande un vrai travail de réflexion avant là encore de se focaliser sur j'ai des données et je mets ça dans une base et après de se dire alors au bout de 6 mois comment je vais les exploiter et de se dire finalement j'arrive pas à les exploiter. Et je vais être clair aussi avec vous, là encore j'ai vu des petites entreprises qui savaient faire très bien ce truc là et j'en ai vu des très grosses ne pas réussir à le faire ou se prendre les pieds dans le tapis sur le sujet. Donc c'est aussi la qualité de la réflexion en amont pour là encore essayer de faire ça de façon pertinente. La logique de tout ça, c'est de pouvoir la réunifier autour du client et d'avoir une vraie vision 360 de votre client. Il faut penser systématiquement à ça. Cette donnée prend du sens qu'à partir du moment où elle est unifiée. Donc il faut avoir ça comme un leitmotiv et comme une quête du Graal permanente. C'est comment je peux chercher à réunifier. Donc j'ai des données qui sont rattachées à des identifiants. Ces identifiants d'un système à un autre, c'est pas les mêmes. Donc en effet, comment est-ce que je vais pouvoir en effet faire des liens entre ces identifiants pour qu'à un moment donné, j'ai cette vision qui est suffisante du client. Et là encore, vous ne savez pas le faire. Alors faites-le avec les données les plus pragmatiques et les plus simples, qui sont d'abord les données de transaction. Exploiter intelligemment les données, ça veut dire qu'une fois que je les ai collectées, ces données, que je sais où elles sont, on va falloir les gérer. Il y a aujourd'hui en data management, on appelle ça les 4V. C'est comment je viens en effet à bout des 4V, qui sont la problématique du volume aujourd'hui des données, de la véracité de la donnée. Est-ce que la donnée que je vais traiter est vraie? Il faut aussi se poser cette question. Est-ce qu'elle n'a pas des biais? Quand nous, aujourd'hui, on réalise des études sur, même par exemple, du comportement d'achat client et donc des transactions, et on nous dit, là vous inquiétez pas, hein, c'est des commandes ou c'est des tickets de vente, etc. C'est obligatoirement juste. Ouais. Sauf que la réalité de gestion dans une entreprise, c'est pas ça, parce qu'à un moment donné, j'ai fait une connerie et donc j'ai passé une régularisation et cette régularisation va me donner une vision qui est erronée de mon client, parce qu'à un moment donné, j'ai eu une vente, mais j'ai aussi eu un retour. Alors, qu'est-ce qui se passe en effet? Comment je comptabilise ça? Et est-ce que une vente, c'est une vente, 2 articles commandés, et un retour, c'est par exemple moins une vente, mais un seul retour? Est-ce qu'à la sortie, quand je fais les sommes arithmétiques de ça, ça fait 0 vente pour un produit acheté? Moi, j'ai vu ça aussi assez régulièrement dans des sujets où vous avez, dans des entreprises où vous avez des données avec 0 vente et un produit acheté. Parce qu'on fait des sommes. Bon, il faut juste se poser les bonnes questions. Donc, et il y a plein de pièges comme ça dans la donnée. Donc, il faut aussi se poser les bonnes questions et se dire où est-ce que je peux avoir des biais dans mes données pour être sûr que ma donnée est vraie et que je ne suis pas en train de viser une donnée qui est fausse. Deuxième sujet, c'est la vitesse d'acquisition des données. Aujourd'hui, je vais peut-être capter demain des données que dont je connais peut-être même pas l'existence aujourd'hui. Par exemple, voilà 2 ou 3 ans, je captais aucune donnée sociale. Aujourd'hui, j'en capte. Voilà quelques années, je ne savais pas faire du matching pour savoir qui venait visiter mon site. Aujourd'hui, je sais le faire.
Donc, ce qui veut dire que dans la problématique de la gestion de la donnée, ce n'est pas un sujet qui est d'ordre informatique. S'il y a des responsables informatiques, ils vont râler quand ils vont m'entendre, s'il y en a ici. Ce n'est pas un sujet d'ordre purement informatique parce que, par principe, on n'est pas dans du projet informatique quand on gère de la donnée. On est dans des systèmes de gestion de données à vocation marketing qui sont là pour s'adapter à des comportements clients et donc, par principe, qui sont souples et qui vont être capables de s'adapter à des contextes. Ça veut dire que je peux à tout moment être capable d'intégrer des nouvelles données sans pour autant que remettre en cause mon système et qu'on me dise bon alors ça c'est un projet qui va durer 2 ans et on va pouvoir le commencer dans 6 mois et il sera terminé en 1 an et demi, mais dans 1 an et demi il sera trop tard parce que je serai déjà passé à autre chose. Donc la logique c'est la souplesse dans les systèmes pour être capable de répondre à cette contrainte-là. Et la dernière c'est en effet la variété, j'en ai un peu parlé auparavant, la variété de la donnée parce qu'en fait cette donnée aujourd'hui elle vient de systèmes totalement hétérogènes. Et il faut être capable d'aller capter sur des données sur des systèmes totalement hétérogènes. Donc ça, c'est un vrai défi en tant que tel. Sans oublier toujours le schéma dans lequel je reviendrai sans arrêt, c'est qu'il faut l'unifier. Ok, je dois faire tous ces 4V là, mais je dois aussi unifier ma donnée. Convertir l'exploitation des données en performance marketing, le sujet, une fois que j'ai fait ça, j'ai pu la gérer, donc il faut que je la comprenne. Ça, c'est un travail en effet d'étude. Je dois comprendre. Si je suis capable, parce que j'ai une donnée qui est bien gérée, je suis en capacité à la comprendre. Je suis en capacité, si je comprends, à prédire des comportements et à partir de là, à délivrer derrière les bons contenus, les bonnes offres, les bons messages. Donc, j'ai des données de base. Je vais devoir les structurer. À partir de là, je vais les analyser. L'analyse à la sortie me donne une logique. C'est je vais créer derrière des segments. Donc des gens qui ont des comportements homogènes, des attitudes homogènes, et des choses qui vont être proches les unes des autres, puis je vais devoir après les pousser. Et là encore, on va les pousser sur des médias qui sont en adéquation et en appétence avec le client. Je mets le client au centre, je ne m'occupe pas du média tout de suite. Si je dois lui téléphoner, je lui téléphonerai. Si je dois lui envoyer un mailing papier, je lui enverrai un mailing papier. Je peux raisonner autrement que par le digital. Je vais d'abord raisonner client. Dans cette approche-là. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, premier sujet, c'est de comprendre ça. La chose la plus importante, c'est comprendre le cycle de vie de vos clients. Si on veut chercher à faire des choses plus complexes avant d'avoir compris le cycle de vie, on ne s'en sort pas. Le cycle de vie est important. Je suis face à un prospect, je suis face à un nouveau client, je suis face à un client ambassadeur de ma marque. Et si je dois communiquer avec lui, est-ce que je communique de la même façon ? A priori, on peut le faire. Mais ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de l'adapter, ce discours. Et donc de se poser, en fait, à un moment donné, ah oui, un petit sujet qui a manqué, c'est pas grave, il me manque juste mes textes, mais c'est pas très grave, j'ai dû les perdre au passage. Il faut des plans, tout bêtement, des plans qui sont des plans, quand on est sur la prospection, qui sont des plans d'acquisition client. Quand on a acquis un client, il faut un plan de ce qu'on appelle de conversion. C'est comment j'accueille un client dans une marque et comment je lui fais découvrir un univers de marque. Par contre, si je suis face à un client ambassadeur, ça ne sert plus à rien de faire ça. Il est largement imprégné de la marque et en effet, j'ai plus besoin forcément de faire ce discours, mais par contre, il a besoin d'être reconnu. Il a besoin en effet qu'il y ait une relation qui soit personnalisée. Donc, je vais devoir adapter mon discours et mes offres derrière tout ça. Donc, il y a obligatoirement des logiques derrière ça. Le trigger marketing, je vais donc être en interaction. Mon client interagit, il vient visiter mon signe, je le retarget, ok. Mais est-ce que je fais la même chose s'il est nouveau client ou s'il est client ambassadeur dans mon retargeting ? C'est la même chose ? C'est la même bannière ? C'est le même discours ? Moi, je vous dirais non. Parce que ce n'est pas l'attente du client en fonction de sa situation derrière. Donc, s'adapter sur ces sujets. En quelques mots, il y a 3 sujets. On commence en effet par transformer la donnée évidemment en connaissance. Cette connaissance, il faut qu'elle se traduise à un moment donné par de l'action et ces actions, elles doivent se traduire en profit pour une entreprise. Et du point de vue du client, en meilleure expérience client qui va me fidéliser parce que le profit de l'entreprise se fera sur la capacité d'établir une relation de long terme avec ses clients. Voilà, quelle solution en effet choisir ? Je vous ai mis juste un schéma qui sont évidemment les solutions que nous, aujourd'hui, on déploie, mais qui ne sont pas les nôtres, qui sont celles qu'on a intégrées de différentes
prestataires de marché qui nous ont semblé être les solutions. Pourquoi je vous montre ça? Juste pour vous montrer une chose, c'est qu'au cœur, vous avez ce qu'on appelle un data mart client et que c'est là qu'on va faire tout ce travail obscur qui est nécessaire à structurer, à organiser la donnée, à l'unifier pour la distribuer après vers des briques opérationnelles. On peut l'envoyer vers des outils de marketing automation, comme Selligent notamment qu'on utilise nous, mais qui peuvent être de Adobe Campaign ou d'autres solutions, à condition qu'on pousse vers ces solutions des données correctement structurées. Je vois des tas de projets ne pas aboutir tout bêtement parce que la donnée qu'on pousse vers les outils de marketing automation, elle est non exploitable par ces outils, tout bêtement parce qu'elle n'a pas été travaillée en amont. Donc commençons à faire les choses dans l'ordre. Demandons pas à un outil qui est là pour gérer des campagnes de vous amener en effet de la compréhension du comportement client. Et si je veux obtenir du comportement client, il faut que j'ai des outils pour le faire. Donc il y a une vraie logique d'organisation. Si on organise bien ces processus-là, c'est facile à les gérer. Voilà. Tout ça aujourd'hui pour vous dire qu'on est quand même dans une logique où on est clair. À une époque, et cette époque n'est pas totalement révolue, on est dans une logique en disant j'ai un produit, je vais essayer de trouver la cible à qui je vais pouvoir adresser cette offre. Aujourd'hui, on n'est plus là, dans cette logique. On est sur j'ai un client, je le comprends, et dans ces cas-là, je suis capable d'adapter mon marketing à ce parcours client. Ce qui change fondamentalement la façon de faire et la façon de se comporter d'un point de vue marketing. Voilà. Alors je suis un peu dérapé dans mon délai. Je voulais juste vous montrer quelques exemples rapidement. Je vous en ai pris un par exemple chez Zadig Voltaire ici, juste pour vous montrer que par exemple quand on accueille un nouveau client, on peut avoir en effet un discours qui va venir sur du print, sur de l'email par exemple, avec des choses qui vont être très adaptées. On va faire découvrir une marque, on va en effet amener le client à un certain nombre de propositions pour l'engager par exemple sur une vente. Mais on va aussi, par exemple, être capable de communiquer encore par du print s'il le faut, parce que sur certaines cibles, qui sont certains types de clients dans cette enseigne, qui répondent à un certain type de profil, je vais être bien plus pertinent quand je vais en effet adresser un courrier personnalisé qui va être signé du directeur de l'enseigne et qui va en effet aujourd'hui être beaucoup mieux perçu par certains types de clients. Pour d'autres, je ne vais même pas utiliser ça parce qu'en effet, ce n'est pas le bon canal. Et là, je suis en train de parler de canal de communication. Donc, savoir adapter son canal, c'est déterminant à un moment donné. Je vous prends un autre exemple rapide. Je travaille pour Baron Philippe de Rothschild. Des choses toutes bêtes. Je monte des programmes d'acquisition pour rentrer des nouveaux clients. Ce client vient sur mon site. Imaginons même qu'il ressort, je le retarget, il achète. La question, c'est qu'après, à partir de là, je vais avoir un scénario de welcome pack. Mais alors, combien de fois je vois des sujets où les scénarios de retargeting continuent à courir comme si je n'avais pas acheté, alors que j'ai acheté. Arrêtez de me retargeter. J'ai acheté. Et puis là, puisque j'ai acheté, faites-moi découvrir votre marque. Qu'est-ce que vous avez à me raconter? Alors cette marque, elle a obligatoirement des choses à dire. Puis si je n'ai pas acheté, engagez un autre scénario dans ces cas-là avec moi. Parce que je n'ai pas trouvé mon bonheur dans un premier temps. Et derrière, ce parcours de découverte, il doit être évident, ponctué avec des offres, mais aussi ponctué avec un discours de marque qui va en effet me faire immerger dans une marque que je ne connaissais pas parce que je suis nouveau client. Autre point, par exemple, dans les logiques de Drive to Store, je vous donne là encore un exemple dans ce domaine. Là, on part de données qu'on ne connaît pas, on n'en a pas puisqu'on part de données prospects. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai des clients, je les connais, je suis capable, parce que je les connais, de dresser un profil. Ce profil me permet d'aller chercher dans des zones géographiques où j'ai des points de vente des profils similaires et d'adresser à des profils similaires, en effet, une offre, notamment là, en l'occurrence, par le biais d'un email. Ce qui m'intéresse, c'est de les faire venir en point de vente. Donc, je vais utiliser le web pour communiquer avec eux, mais l'objectif, c'est que ma conversion, elle doit se faire au niveau du point de vente. Mon outil de prospection, c'est le digital. Mon outil qui va me permettre de convertir la vente, ça sera le point de vente. Et donc, il va falloir que je pose en effet des scénarios qui vont me permettre globalement de le faire, avec en effet des interactions très fortes avec le client qui va me permettre de l'amener là-dessus. Tout ça pour vous dire que des scénarios juste comme ça, pour juste vous montrer le schéma, c'est tout bêtement basé au départ sur des dispositifs ancrés sur la donnée, et qu'en fait, à chaque fois qu'il y aura des interactions, je vais mettre en place, il n'y a rien de compliqué dans le sujet là, je vais mettre en place en effet, derrière des interactions, des nouvelles actions, et en fonction de la réaction de mon client, en effet, je vais engager un autre type de processus jusqu'à temps que j'atteigne l'objectif. Et si je ne l'atteins pas, et si ce client ne réagit pas,
je vais arrêter parce que ça ne sert à rien que je le mette en surpression, que je le sursollicite. Dernier sujet que je vous ai amené ici sur des choses intéressantes, par exemple dans une marque qui s'appelle Trend Corner, qui est un site marchand qui aujourd'hui fait un peu plus de 12, je ne l'ai pas ici, mais enfin bon, leur chiffre d'affaires est l'ordre, pour vous donner une idée, de à peu près 15 millions d'euros. Tous les mois, c'est à peu près 12 millions de par vue. Il y a des gros volumes de base. Et en fait, c'est un site qui vend plein de petits produits d'équipement sous une logique de vente flash avec des pressions marketing qui étaient très fortes. Et à un moment donné, on a fait un travail d'analyse de leurs données. On leur a dit qu'il faut arrêter de faire ça parce qu'en effet, ce n'est pas possible en termes de relation avec vos clients. Et eux avaient évidemment des craintes, c'est de perdre de l'efficacité derrière tout ça. Donc on les a amenés sur des programmes, je vous passe tout ça, qui ont été déjà de leur faire comprendre quel était le cycle de vie. Une fois que ce cycle de vie était compris, d'arriver en effet à analyser en effet les leviers, les interactions qui étaient positives avec la marque, et puis de construire un plan CRM qui a permis de baisser leur pression marketing, mais surtout de l'adapter. Donc aujourd'hui, cette entreprise qui tous les jours envoie des newsletters avec des offres produits, en fait, on fait une chose qui est différente. Je vais vous passer ça, on va passer directement à la suite. On passe dans un schéma. Alors, hein, c'est très dense, on ne va pas parler de l'enseigne, des produits, etc. Mais juste, on est passé dans un schéma où, en fait, dans les newsletters aujourd'hui, il y a 80 variables qui peuvent être activées en fonction des données du client qui sont possédées et qui vont faire que si je suis sur un nouveau client ou un client ambassadeur, on va avoir en effet un certain nombre de variables qui vont s'intégrer. Des bandeaux, des bannières, des objets qui ne vont pas être les mêmes. Si le client adhère au programme de feed et qu'il lui manque plus que X points, je vais savoir lui dire. Si en effet il a des appétences pour tel type de produit ou pour un autre, je vais mettre plutôt en situation un certain type de produit et pas un autre. Et je vais donc faire une adaptation forte de tout ça. En bref, pour vous dire, je vous passe tous ces sujets-là, j'accélère un petit peu. Mais juste pour vous dire que cette boîte, aujourd'hui, tous les jours, quand elle envoie ses newsletters, elle envoie jusqu'à 180 versions d'emails qui sont différenciées. Et là où avant, ils avaient pour en faire 12, 2 personnes qui travaillaient tous les jours à produire de l'emailing, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui s'occupe de rien. Les scénarios sont automatisés et on arrive à des niveaux de personnalisation qui font qu'en prenant en compte toutes les variables, on peut avoir jusqu'à 180 versions. Je ne sais pas s'il en part 180 versions tous les jours, mais les possibilités en fonction de tout ça, c'est 180 versions. Impact en tout cas dans une entreprise de ce type, en termes d'efficacité. Évidemment, on a une meilleure diversité de la communication, on a une adaptation au cycle de vie, on a une forte personnalisation des messages, on gère mieux, pour des entreprises qui travaillent beaucoup sur l'email, les problématiques de délivrabilité du mail, on a beaucoup mieux fait respirer le client avec des pressions marketing qui sont moins soutenues, avec une meilleure connaissance client, un meilleur pilotage. Au final, les chiffres que je peux vous évoquer, puisque c'est normalement le patron de cette entreprise aurait dû être éventuellement parmi nous aujourd'hui, mais il n'a pas pu. Mais c'est des choses en effet qu'on évoque régulièrement, donc je le fais très librement. L'augmentation en effet de ce qu'on appelle la valeur client, c'est-à-dire non pas du chiffre d'affaires. C'est pour 100 clients, est-ce que j'ai augmenté finalement la valeur dépensée par client ? Sur un an, globalement, après des dispositifs de ce type, la valeur client elle a été augmentée de 40%. Et les taux de fidélisation ont été augmentés de 30%. Voilà. Et la seule chose qui a été faite derrière ça, c'est de la cohérence, c'est de la pertinence, c'est de l'adaptation, c'est de la personnalisation, c'est de l'écoute du client, parce que la donnée, elle a juste permis de mieux écouter le client pour mieux s'adapter à son comportement et à ses attentes. Et rien d'autre que ça. Alors, évidemment, c'est du boulot. Évidemment, il faut le mettre en œuvre. Évidemment que ce n'est pas toujours simple de faire ce genre de choses. Mais là encore, on prend des choses de façon pragmatique et on doit faire avec ce que l'on a à disposition en termes de données et enrichir cette expérience avec le temps. Mais si ça devient un objectif en soi et qu'on raisonne sur cette logique-là, avec le temps, on fait un peu des miracles, en tout cas. Voilà en tout cas le message que je voulais vous faire passer. Je vais vous éviter tout ça, ça fait peur aussi. Et celui-là aussi. Voilà. Dernier sujet que j'aurais pu vous parler, c'était de la RGPD. Je ne vous en parlerai pas. Juste pour vous dire, en 2 mots, n'ayez pas peur de tout ça. Il n'y a rien de dramatique derrière la RGPD. Il y a des choses à faire, évidemment. Il y a des choses à traiter pour organiser vos données. Mais au contraire, c'est des vraies opportunités, la RGPD, pour les entreprises. Voilà, merci.